Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième conférence de ce cycle. Je suis très honoré, il n'imagine pas à combien, d'accueillir Jean-Robert Pitt, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dont il a été secrétaire perpétuel 6 années durant. Grand géographe, ça vous le savez, je suppose, et même président, toujours président de la Société de géographie, oui, de l'honorable et vénérable Société de géographie. Professeur émérite à l'Université Paris IV, dont il fut d'ailleurs le président de 2003 à 2008, sauf erreur. À titre personnel, je suis très sensible aux orientations qu'il a données à sa propre recherche et au-delà à celle d'un grand nombre d'étudiants, en particulier autour de la formule magique de la géographie culturelle. Comme il le sait, je suis très sensible à cette démarche. Et un ouvrage s'appelle justement Géographie culturelle, je vous le recommande si vous voulez pousser un petit peu plus loin. D'abord, l'analyse de ce concept et la manière dont Jean-Robert le définit et l'illustre. Parmi ces ouvrages de géographes, j'ai une faiblesse pour la planète catholique. Parce que quand on lit ça, on ne pense pas que c'est effectivement un ouvrage de géographie culturelle. Voilà. Et comme ça vous intrigue peut-être si vous ne l'avez pas encore lu, vous allez l'acheter. Excellente idée. J'ai aussi un faible, désolé de dire je pour présenter quelqu'un d'autre que moi, pour le dictionnaire amoureux de la Bourgogne. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent. Alors là, pour le coup, on est entre la géographie culturelle et la littérature. Bon, la littérature gourmande et pas que gourmande. Malheureusement, il faut le dire, nous avons appris tout à l'heure que les éditions Hachette, ou plutôt Hachette Distributeurs, se sont révélés défaillants quand même, parce que nous devrions vous proposer à la fin, pour dédicace, avec, ça va devenir une tradition, je l'espère, c'est interrompu dès la deuxième conférence, c'est inquiétant, un bureau avec une table, avec Morgane, notre dévouée libraire. Je pense que vous connaissez toutes et tous la librairie de l'Institut, ex-librairie des Immortels, qui, installée là, était prête à fournir à Jean-Robert des ouvrages à dédicacer. Donc, vous prenez mentalement un certain nombre de notes et nous réussirons certainement à permettre à Jean-Robert de faire ses dédicaces, en particulier quand il va sortir au mois de janvier prochain chez Talandier, l'ouvrage mûrement réfléchi qu'il est en train de terminer, même plus que terminer, il est en train de corriger les épreuves, si j'ai bien compris, sur Brillat-Savarin. Donc vous allez entendre, en quelque sorte, la substantifique moelle de cet ouvrage. J'ajoute que, et je profite qu'on peut dire en public du bien de quelqu'un, que pour moi, Jean-Robert est un modèle de gastronome. Quand je l'entends commenter des vins, des plats, des menus, je trouve que vraiment c'est toujours d'une pertinence qui rend le repas beaucoup plus agréable encore. À ce titre, je signale que Jean-Robert est le président de la mission française du patrimoine et des cultures de l'alimentation qui, entre autres missions, accompagne les cités de la gastronomie. Et pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qui se cache derrière ce mot, peut-être que tout à l'heure, il pourra vous l'expliquer hors conférence. Et en tous les cas, notez que, effectivement, en France, sont en train de s'installer progressivement dans plusieurs régions de France des cités de la gastronomie qui sont le résultat du classement en 2010 du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et comme je crois l'avoir dit lors de la première conférence, ce jour-là, les Français ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient classés au patrimoine immatériel dès qu'ils décidaient de faire un repas gastronomique. Je n'en dirai pas plus et surtout, je donnerai la parole à Jean-Robert. Merci. Merci, cher Pascal. Je pense que tu aurais pu faire la conférence à ma place. Donc, si je défaille peut-être par la faim ou par la soif au milieu de cette causerie, merci de prendre ma place. Alors, effectivement, j'ai plaisir à parler de Brillat-Savarin, que j'ai lu pour la première fois lorsque je faisais ma maîtrise, préparais ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise sur les vins du Bugey,
dans le département de l'Ain pendant l'année 1969-1970. Et j'ignorais, je n'avais jamais lu Brillat-Savarin. Et comme je travaillais sur sa région d'origine et que je savais qu'il en parlait dans la physiologie du goût, donc j'ai acheté cette édition qui est toute déchirée maintenant. J'en ai plein d'autres, mais celle-là est précieuse parce que elle a vécu cet hiver 69-70 où, à vélo ou à mobilette, je me promenais sur les routes escarpées du Bugey pour aller à la rencontre des viticulteurs et où j'ai découvert cette mentalité bugiste dont Brillat-Savarin était si fier. Il était à la fois très parisien, surtout dans la deuxième moitié de sa vie, et très bugiste et très provincial, et tout ça s'arrangeait très très bien chez lui. L'image que vous voyez, vous verrez l'original, ça c'est une gravure, vous verrez l'original dans un petit moment, n'est pas fidèle, je crois, à ce que l'on sait de lui. C'est le seul portrait authentique que l'on ait de lui, qui a été fait le jour de l'ouverture ou la veille de l'ouverture des États généraux à Versailles, où tous les députés ont été croqués par divers dessinateurs qui étaient là. Il n'y a jamais eu d'autres portraits de Brillat-Savarin. Mais là, je trouve qu'il a une tête un peu... Alors, on voit qu'il aime bien manger et bien boire. Il a moins de 40 ans. Mais il est un peu triste, ce qui n'était vraiment pas le cas de Brillat-Savarin, qui était un joyeux luron, bon vivant, qui aimait des plaisanteries, parfois même un peu leste à la française, et ça ne se voit pas du tout sur ce portrait. Mais malheureusement, il n'y en a pas d'autre. Alors pour vous plonger, j'imagine que vous êtes tous férus de Brillat-Savarin, sinon procurez-vous une édition de poche de la physiologie du goût, vous ne pourrez pas la lâcher, et l'avantage c'est que vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page, parce qu'il n'y a pas d'ordre, c'est un livre complètement pagailleux, mais qui est, je crois, une pierre d'angle, une pierre de fondation de notre gastronomie française, d'où le titre peut-être un peu audacieux que j'ai donné, le véritable fondateur de la gastronomie française. Bien entendu, le mot gastronomie, qui est un mot d'origine grecque, date, lui, de 1801, mais c'est Berchoux qui l'a exhumé de la vieille langue grecque, puisque c'était le titre d'un ouvrage perdu d'Archestrate, et Brillat-Savarin s'en est emparé, évidemment, et son ouvrage s'appelle Traité de gastronomie transcendante, la physiologie du goût. Mais pour vous mettre dans l'ambiance avant d'entrer dans sa vie, enfin, je vous parlerai de sa vie en essayant de ne pas être trop long, et puis de sa culture gastronomique et des idées qu'il a défendues en matière de gastronomie, dont certaines sont très originales et très fondatrices de ce qu'on entend aujourd'hui par gastronomie et ce qui a été finalement reconnu par l'UNESCO comme étant un élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est-à-dire le repas gastronomique de Français. L'ouvrage s'ouvre par des aphorismes, et le titre même donne assez à voir ce qu'est le style de Brillat-Savarin. Aphorisme du professeur, il se qualifiait de professeur de gastronomie bien entendu, pour servir de prolégomène à son ouvrage et de base éternelle à la science. Parce qu'il prétend que le livre qu'il écrit, La physiologie du goût, est un ouvrage scientifique. Et il y a des passages qui se veulent très scientifiques, qui sont ceux qui ont le plus mal vieilli. Il y a quelques petites choses, j'y reviendrai si j'ai le temps dans un petit moment, il y a quelques petites choses qui sont des fulgurances de Brillat-Savarin, mais beaucoup sont très pesantes, sont des compilations d'ouvrages de vrais savants de l'époque, mais qui de toute façon ont été dépassés par la science depuis. Alors ces aphorismes, la plupart vous les connaissez parce qu'ils sont entrés dans les proverbes courants, mais ils permettent de comprendre, il y en a, je ne vais pas vous les lire tous, mais il y en a 20. Les 20 aphorismes sont aujourd'hui pratiquement les proverbes que tous les Français un peu gourmets connaissent. L'univers n'est rien que par la vie et tout ce qui vit se nourrit. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Le Créateur, avec un grand C, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir. La gourmandise est un acte de notre jugement par lequel nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables au goût sur celles qui n'ont pas cette qualité, etc. etc. J'en citerai peut-être tout à l'heure quelques autres, en particulier ce qui concerne le vin, puisque c'est, malgré Baudelaire, qui a violemment critiqué Brillat-Savarin de manière fort injuste et même scandaleuse, Brillat-Savarin est le véritable, je le dis tout de suite pour ne pas oublier tout à l'heure, le véritable inventeur des accords mets-vins.
qui ne pouvait pas exister auparavant, mais je vous le dirai pourquoi tout à l'heure. Alors, Brillat-Savarin naît en 1755 dans la petite ville de Belay, toujours une ville charmante aujourd'hui, petite ville de Belay dans le département de l'Ain, dans une région qui n'a été rattachée à la France que sous le règne d'Henri IV en 1601 et qui était auparavant un pays savoyard. Donc il y a une certaine fierté d'être bugiste par rapport aux Bourguignons qui, eux, sont depuis la fin du XVe siècle en France. Les bugistes ont attendu le début du XVIIe siècle, un peu, alors les Savoyards bien plus tard, mais il y a des traits de mentalité encore aujourd'hui dans le Bugey, même si c'est un pays moins peuplé que du temps de Brillat-Savarin, qui montre une certaine originalité culturelle dans ces provinces périphériques rattachées tardivement à la France, qu'on trouve en Alsace, ce qu'on trouve même en Bretagne un peu, dans le nord, dans la région des Hauts-de-France. Donc toutes ces périphéries, ou en Corse bien sûr, comté de Nice, ont gardé des traits de mentalité originaux. Je n'ai pas le temps d'y insister, mais c'est un des sujets de la géographie culturelle que Pascal évoquait, qui est très très passionnant. Parce qu'il y a des originalités dans ces provinces. Et je pense que la manière de vivre de Brillat-Savarin et de concevoir la vie est assez proche, même s'il était, lui, de famille plutôt bourgeoise, est assez proche de celle des paysans du Bugey qu'il fréquentait beaucoup, avec beaucoup de plaisir, même s'il fait partie des classes supérieures de la petite province, il est très proche des paysans et du petit peuple bugiste. Alors, donc 1755, il meurt en 1826, le 1er février 1826, donc dans sa 71e année, et il meurt à Paris, alors qu'il est depuis 25 ans conseiller juge à la Cour de cassation, et il meurt pour une raison idiote, non pas d'avoir trop mangé, non pas d'avoir une maladie incurable qu'il traîne depuis longtemps, mais tout simplement, il meurt du fait de l'assistance à la messe anniversaire de la mort de Louis XVI à Saint-Denis, à laquelle il n'assiste pas régulièrement, et on le lui reproche. Le président de la Cour lui dit « On ne vous voit pas beaucoup, mon cher confrère, à la messe anniversaire de la mort de Louis XVI », donc il se croit obligé d'y aller. Il fait moins 10 degrés ce jour-là, j'ai vérifié puisqu'on a le temps de toute l'histoire de France. Il fait moins 10 degrés ce jour-là, la basilique de Saint-Denis n'est pas chauffée, évidemment. Il a un petit rhume ce jour-là, ça se transforme au bout de 3 heures de messe, de voyage, etc., dans des carrioles qui ne devaient pas être très bien isolées. Ça se transforme en pneumonie et moins d'une semaine après, le 21 janvier 1826, il meurt de cette pneumonie. Je ne dirais pas en odeur de sainteté, peut-être plutôt en odeur de ragoût, de truffes et des choses comme cela, parce qu'il est soigné par 3 médecins bugistes qui habitent Paris et qui essayent de le sauver, mais il n'y arrive pas. Il reçoit quand même les derniers sacrements, bien que sa religion ait été, légère, si je puis dire. Alors, donc ça c'est la tombe de Brillat-Savarin au Père-Lachaise, qui a été restaurée parce qu'elle avait été malheureusement endommagée au début du XXe siècle, et c'est une tombe qui ne comporte pas de croix, ce qui est une surprise parce qu'il reçoit les derniers sacrements et il est enterré à Saint-Germain-des-Prés avec un éloge funèbre dithyrambique. Si j'ai le temps, je vous en lirai un passage par un de ses amis. Mais en tout cas, ce n'était pas un grand féru de religion. Alors, entrons maintenant dans sa vie. Donc, il naît dans cette région, une des plus belles régions de France, et une des moins connues, des moins touristiques, parce qu'il n'y a pas de très très grands monuments, il n'y a pas de hauts lieux en Bugey. Là, vous avez la plus haute montagne que vous connaissez de nom, vous avez dû apprendre ça à l'école primaire, qui est le Grand Colombier, l'un des points culminants du Jura, et il naît au pied du Grand Colombier. D'ailleurs, sa gentilhommière, qu'il a conservé jusqu'à sa mort et qui ensuite a été légué à des descendants qui n'étaient pas ses enfants mais qui n'en a jamais eu, l'ont conservé jusqu'à la fin du XIXe siècle et elle est au pied du Grand Colombier. En tout cas, c'est un terrain vallonné et même accidenté. Le bassin de Belay est plus de collines et de moraines glaciaires. Là, on est dans le Jura plissé et avec des pentes assez fortes, beaucoup de forêts,
des pâturages, et il adore se promener dans ces forêts. Quand il est tout petit, il se baigne dans les rivières avec ses frères et sœurs. C'est vraiment une région à laquelle il est très, très attaché. Sa famille est une famille donc de robes. Son père est avocat. Quelque argent quand même, parce qu'ils ont eu non seulement cette gentilhommière avec des terres autour, mais une autre maison à Pugieux, pas très loin, avec des terres autour, et en particulier des vignes. Et il sera très attaché à ces vignes qu'il va cultiver jusqu'à la fin de ses jours. Le vin, moi j'ai bu les vins de... sa vigne n'est plus plantée, aujourd'hui elle n'existe plus, mais il y a à côté l'un des crus, entre guillemets, du Bugey qui s'appelle le Machura. C'est très agréable, mais c'est un vin encore aujourd'hui un peu rustique. Je ne vais pas en dire trop de mal, mais enfin la Mondeuse, qui est le cépage traditionnel de cette région. Maintenant, on plante plutôt du pinot noir, ce qui est plus commun. Enfin, c'est très bon, mais plus commun. La Mondeuse peut être absolument merveilleuse. Vous savez que c'est le grand cépage rouge de Savoie, à condition qu'elle soit bien cultivée et qu'on réussisse à arrondir ses angles. Parce que sinon, elle est particulièrement, un peu comme la Syrah, qui est une de ses cousines, elle est particulièrement tannique et elle ressemble à une boque de châtaigne en bouche. Enfin, moi, ce que j'ai bu quand j'étais étudiant, c'était difficile. Mais je n'étais pas très connaisseur en vin, donc j'ai bu ça avec plaisir et j'en suis pas mort, la preuve. Je pense même que j'arriverai, j'ai même dépassé l'âge de Brillat-Savarin, ce dont je suis très fier. Alors, ah oui, pardon. Donc il naît, est-ce qu'on voit assez là? Oui. Oui, mes photos sont trop petites, pardon. Mais il naît dans une très jolie maison qui existe toujours, dans la grande rue de Belay, que la famille va perdre pendant la Révolution, pendant son exil, son émigration aux États-Unis. Mais c'est une très très jolie maison dans laquelle, avant la Révolution, son père a son cabinet d'avocat, et lui aussi, puisqu'il devient avocat. Et c'est une maison avec de belles arcades, et à l'arrière, une très jolie façade aussi à arcades, et vous reconnaissez là un peu le style italien que vous trouvez aussi dans l'architecture lyonnaise. On n'est pas très loin de Lyon, et même si Brillat-Savarin n'a jamais vécu à Lyon, il avait beaucoup d'amis à Lyon, et il y allait souvent, et il dit d'ailleurs dans la physiologie beaucoup de bien de Lyon. C'est une ville où abondent Alors il énumère tous les produits gastronomiques qui viennent des Alpes, de l'Auvergne, de la vallée du Rhône, les fruits, de la Bresse, etc. Et les vins, il dit on trouve autant et aussi bien les vins de Bordeaux que les vins de Bourgogne et que les vins de l'Ermitage, même si à l'époque l'Ermitage est moins connu qu'il ne le sera après et moins cher, puisqu'il va servir surtout tout au long du XIXe siècle à ermitager, c'est-à-dire à couper les vins de Bourgogne et de Bordeaux lorsqu'ils sont vraiment trop maigres. Donc une famille de robes. Lui-même donc a une jeunesse à la fois de coureur des bois quand il est petit, mais il fait de bonnes études au Collège des Antonins à Belay, puis il va faire ses études à Dijon de droit, et il se passionne pour la médecine, donc il suit beaucoup de cours de médecine, même s'il ne devient jamais médecin, ce qui explique tous les passages que j'ai dit tout à l'heure un petit peu ennuyeux et un peu datés de la physiologie du goût. Alors à quoi ressemble-t-il alors un peu avant, puisque ça date, ce portrait, voilà le portrait crayonné du jour d'ouverture des États généraux. Mais quelques années auparavant, revenant de Dijon, dans un conte, tous les contes de Brillat-Savarin ont été malheureusement détruits parce qu'ils étaient un peu lestes, et une de ses petites nièces a brûlé tout ça au fond du jardin, mais quelques-uns ont échappé, et il décrit à un moment, dans ce conte qui s'appelle « Ma culotte rouge », il se décrit lui-même. Et je vous lis ce qu'il dit de lui. Par une des plus chaudes journées du mois de juillet 1778, un jeune homme de 23 ans faisait son entrée dans la diligence qui conduit par eau, donc c'est diligence d'eau, de Châlons à Lyon. Il était grand, bien tourné, plutôt laid que joli. Il avait en plus, il était grêlé parce qu'il avait eu la variole, plutôt laid que joli, mais sa physionomie avait quelque chose d'étourdi, franc et sans souci, qui prévenait en sa faveur, ce dont il s'est quelquefois bien trouvé. Sa chevelure blonde frisait naturellement, et elle était en désordre, faute d'avoir été relevée au fer pour la nuit. Mais on voyait que la veille, elle avait été peignée avec soin. Il avait un grand chapeau, un habit vert, un gilet blanc, et une culotte rouge, donc oui, c'est assez voyant.
Ce jeune homme, c'était moi, mesdames, et en jetant un regard tout à fait sans prétention sur mon vêtement nécessaire, il me semble qu'il avait meilleure grâce que le pantalon informe dans lequel maintenant, il écrit ça en 1820, tous tant que nous sommes, jeunes et vieux, fous et sages, nous cachons nos nullités, nos difformités et nos infirmités. Donc il était déjà un peu enveloppé et il trouvait que la culotte, eh bien, non seulement c'était un signe d'appartenance à son milieu, mais que ça améliorait plutôt la silhouette des gens légèrement enveloppés. En tout cas, c'est dans cette description plutôt amusante, ça montre à la fois la bonne opinion qu'il avait de lui, et comme je disais tout à l'heure en parlant d'autres gens à Pascal, quand on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres, et quand on s'aime bien, finalement, on arrive à aimer les autres. Et c'est, je crois, le Brillat de Savarin, qui était un ami de l'humanité, qui n'avait pas une très très haute idée de lui-même, mais pas une mauvaise idée non plus, et qui aimait l'humanité. Ça aurait fait sûrement un bon mari, un bon père de famille, mais malheureusement, il a choisi, ou pas choisi, je n'en sais rien, de ne pas se marier. Alors, son caractère, c'est dans la physiologie du goût, ça, dans les méditations, il le décrit lui-même. C'est un dialogue entre l'ami et son auteur. L'ami lui dit « Les gourmands vous liront, parce que vous leur rendez justice et que vous leur assignez enfin le rang qui leur convient dans la société. » L'auteur, c'est-à-dire lui, Brillat Savarin, « Pour cette fois, tu dis vrai. Il est inconcevable qu'ils aient été si longtemps méconnus, ces chers gourmands. J'ai pour eux des entrailles de père, ils sont si gentils, ils ont les yeux si brillants. » Et il dit « Celui qui ne dit de mal de personne a bien le droit de se traiter avec quelque indulgence. Et je ne vois pas pour quelle raison je serais exclu de ma propre bienveillance, moi qui ai toujours été étranger aux sentiments haineux. » Je crois que c'est sous le côté plaisant et légèrement cabotin de cette phrase, ça décrit assez bien le caractère de Brillat Savarin. C'est quelqu'un qui refuse de se torturer sur trop de sujets. Ce n'est pas un grand philosophe, ce n'est pas un métaphysicien, ce n'est pas un grand savant non plus, mais il a toujours travaillé honnêtement tout au long de sa vie, c'est loin d'être un paresseux, et surtout, il aime la bonne vie, et il aime surtout le partage de cette bonne vie avec ses amis de toutes sortes. Alors, se pose la question, maintenant, puisque je décris son caractère un tout petit peu, de ses amours. Donc il ne s'est jamais marié, on ne lui connaît, et il ne décrit aucune maîtresse par son nom, mais semble-t-il, à le lire, à lire La physiologie du goût et les quelques autres écrits de lui, ou des lettres, on a quand même une correspondance abondante qui a été intégralement publiée. Tout ce qui existe ou connu a été publié par un avocat lyonnais, Dominique Saint-Pierre, qui a été député aussi et qui a écrit 2 volumes de compilation de tout ce qui existe sur Brillat Savarin. Donc c'est très, très, très passionnant. C'est pas rédigé, mais c'est une source absolument exceptionnelle. On découvrira encore des lettres parce que beaucoup ont été dispersées, parfois viennent en vente, parfois même dans un exemplaire de La physiologie du goût de l'édition originale, publié entre 500 et 1000 exemplaires au maximum, et parfois il y a 1 ou 2 lettres à l'intérieur, et on les découvre à l'occasion des ventes. Et parfois, dans les catalogues de vente aux enchères, la lettre est reproduite. Donc on a, Dominique Saint-Pierre, on a retrouvé quelques-unes comme ça, et on retrouvera encore sans doute d'autres lettres de Brillat Savarin, parce qu'il écrivait beaucoup. Alors, à l'en croire et à le lire, il aime beaucoup les femmes. Et il en a beaucoup, de toutes conditions. Ça ne veut pas dire... Enfin, en fait, on ne sait pas grand-chose de vrai sur lui. Certains auteurs, certains commentateurs de la physiologie du goût et de la vie de Brillat Savarin pensent même que la seule femme avec qui il a vécu réellement, c'est sa chienne. Mais je pense que c'est un peu exagéré. Il y a des choses, vous voyez, quand on lit dans un des contes qui s'appelle le relais de Saint-Quentin, qui lui n'a pas été détruit, il y a une scène, une description, je ne vais pas jusqu'au bout, mais vous comprendrez qu'on ne peut pas écrire ça si vraiment on ne s'intéresse pas aux dames. Lucie, c'est l'héroïne de ce conte, qui est une jeune fille, il a 48 ans à cette époque-là, puisque ça se passe en 1803,
et la jeune fille a 15 ans, quelque chose comme ça. Lucie restait pâmée dans mes bras, parce qu'elle s'évanouit devant lui. Restait pâmée dans mes bras, son visage était pâle, ses yeux fermés, ses joues décolorées, mais son sein palpitait avec force. Et c'est cette dernière circonstance qui distingue la pâmoison de l'évanouissement. Cet état n'était pas nouveau pour moi, et je connaissais le remède que les lois sévères de l'honneur masculin m'obligeaient d'y apporter, et j'y obéis sans murmurer. J'étalais sur mon lit la douce malade, dans l'attitude la plus commode pour la guérison. Je soulevais tous les voiles qui pouvaient s'y opposer, et, extasié à la vue des trésors qui s'offraient à mes yeux, je bénis Dieu des charmes qu'il attache aux bonnes actions. Je me hâtais, parce que je jugeais vaguement que toute préparation était inutile et peut-être dangereuse. J'étais armé jusqu'aux dents pour une cure si belle. Et bientôt, je fus installé dans un réduit charmant, etc. Là, je passe parce qu'il y a peut-être des enfants dans la salle, donc je ne veux pas vous choquer. Mais vous trouverez ce conte facilement, qui est une merveille absolue, du très beau style. Ce que je vous lis de Brillat-Savarin, c'est tout à fait son style, qui est un style... Alors, ça a déplu à Baudelaire, mais ce n'est pas grave, parce qu'il avait eu auparavant un admirateur inconditionnel qui était Balzac. Balzac ne jurait que par Brillat-Savarin, le cite à tout propos. Et d'ailleurs, si Balzac a écrit une physiologie du mariage, il le dit clairement, c'est par imitation du titre de Brillat-Savarin, Physiologie du goût. Et il y a eu tout au long du XIXe siècle des quantités de physiologies qui sont parues, y compris avec des physiologies des avocats, physiologie de l'huître, physiologie de l'andouille, etc. Vous avez plein de livres sur les physiologies, et il y a un gros article, ou un petit livre plutôt, qui évoque ce sujet. Encore une citation sur ses amours. Alors ça concerne la période où il vit à Paris, à partir de 1800. Il y a toujours eu à Paris des soupers d'un ordre plus relevé, et qui commençait après le spectacle. Il se composait, suivant les circonstances, de jolies femmes, d'actrices à la mode, d'impures élégantes, de grands seigneurs, de libertins et de beaux esprits. Là, on contait l'aventure du jour, on chantait la chanson nouvelle, on parlait politique, littérature, spectacle, et surtout on faisait l'amour. C'est une des premières utilisations de l'expression faire l'amour dans la littérature. Après, ce sera bien sûr... si Beaumarchais l'avait utilisé, mais sinon il faut attendre Balzac. Ce sont les pionniers de cette expression qui fait partie, bien sûr, de notre belle langue française. Alors, il a été follement amoureux d'une femme que vous connaissez, c'est Madame Récamier, mais là, pour le coup, amoureux platonique. D'ailleurs, je crois que Madame Récamier n'a eu que des amours platoniques. Vous comprendrez pourquoi. Non, ce n'est pas uniquement la raison, mais en voyant son mari, Madame Récamier avait un mari qui était légèrement plus âgé qu'elle, qui était le cousin de Brillat-Savarin, c'était le neveu de Madame Claudine Récamier, mère de Brillat-Savarin. Entre parenthèses, Madame Claudine Récamier ne s'est jamais appelée Aurore, donc ne croyez pas que l'oreiller de la belle Aurore, qui est le plus beau pâté sur lequel je vais revenir dans un instant, qui existe au monde, porte le nom de la mère de Brillat-Savarin. C'est une invention d'un arrière-petit-neveu de Brillat-Savarin, du nom de Lucien Tendré, qui a écrit un très beau livre dans les années 1870, qui s'appelle, donc bien après la mort de Brillat-Savarin, qui s'appelle « La table au pays de Brillat-Savarin », et dans lequel il attribue le pâté de la Belle Aurore à Madame Claudine Récamier. Je ferme cette parenthèse. Donc voilà Monsieur Jacques Rose Récamier, grand banquier, qui a été gouverneur de la Banque de France, extrêmement riche, donc lyonnais, et tout porte à croire que la chère Madame Récamier, ça c'est le buste qui a appartenu à Brillat-Savarin. Il y en a plein de bustes, celui qui est au musée de Lyon et qui semble-t-il est celui qui réellement que Madame Récamier avait donné à Brillat-Savarin. Celui-ci est en marbre, mais Madame Récamier en fait avait épousé Jacques Rose Récamier. Elle s'appelait Bernard de son nom, et Madame Bernard, mère, avait été la maîtresse de Jacques Rose Récamier, et tout porte à croire que la belle Juliette était la fille de Jacques Rose Récamier, et que pendant la Révolution, il l'a épousée pour que, au cas où il serait guillotiné, il y avait de gros risques, il a échappé finalement, mais au cas où ça se terminerait mal pour lui, sa fille
non reconnue, bien entendu, parce qu'elle avait un père officiel, Juliette, puisse être correctement dotée et vivre à l'aise. Et est-ce qu'elle le savait quand elle s'est mariée? Sans doute pas. Elle a dû le deviner ou l'apprendre après. En tout cas, c'est un mariage qui est resté blanc, et probablement que Mme Récamier n'a jamais couché avec personne. Alors, encore moins avec Brillat-Savarin, mais qui parle d'elle à bien des reprises et dans bien des lettres, qui lui écrit d'ailleurs, qui la sauve même du suicide à un moment, parce qu'elle se suicide à l'opium alors qu'elle est sur le point de se fiancer avec un prince prussien, et c'est lui qui la sauve, et ils sont très très complices, elle lui est très reconnaissante, d'où le buste, d'où une très belle boîte, d'où une miniature qui est maintenant au Louvre de Madame Récamier, qui a appartenu à Brillat-Savarin. Donc c'est une femme dont il rêve, mais comme tout le monde en rêvait. Il semblerait qu'elle n'ait pas été aussi belle qu'on le dit, mais qu'elle avait une peau absolument incroyable, une peau de nacre diaphane qui laissait bouche bée tous ceux qui croisaient son chemin. Alors en plus, elle était intelligente, cultivée, elle tenait salon, mais voilà, les amours de Madame Récamier n'ont sans doute pas été aussi brûlantes qu'on veut bien le dire, et même Chateaubriand en a rajouté beaucoup. Alors, deux mots sur la religion, parce que le développement de la passion gastronomique dans notre pays est lié non pas du tout à des dispositions particulières de nos terroirs qui permettraient d'avoir les meilleurs produits au monde, c'est ce que disent beaucoup de cuisiniers, c'est totalement idiot. Cette disposition tient sans doute un peu au rôle de l'État, et en particulier de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, mais Louis XIV le premier, qui veut faire de la gastronomie un élément majeur de la culture française, destiné aussi non seulement à éblouir toute la haute société française, mais aussi les cours étrangères, et on imite bien entendu la cuisine française. Et il y a une autre raison, sur laquelle je n'ai pas le temps d'insister, mais qui va assez bien avec Brillat-Savarin, c'est la conception catholique de la gourmandise, dans laquelle, pour faire simple, on peut dire que la gourmandise est un péché capital, vous le savez, un des 7 péchés capitaux, mais que chez les catholiques, vous le savez, il y a une distinction majeure entre le péché véniel et le péché mortel, et quand on lit toute la littérature sur ce sujet, en particulier les pénitenciers, on s'aperçoit que jamais l'Église catholique n'a considéré la gourmandise, l'excès de nourriture et de boisson, comme un péché mortel. C'est-à-dire que ça n'est pas privatif définitivement de la grâce. Il suffit d'un acte de contrition intérieure, si on a vraiment abusé des bonnes choses, et on peut passer à autre chose et aller communier à la messe. Ça fait partie, je crois, de cette manière aimable. Il y a sur d'autres sujets, le catholicisme est moins aimable, mais là, sur ce sujet-là, et d'ailleurs, c'est au fond ce grand contraste qui existe dans la mentalité catholique entre la bonne chair, CHE, accent grave RE, et la chair, CHAIR. Donc, beaucoup de privations de la chair liées aux règles de la morale catholique se sont compensées dans un excès de bonne chair. Et Brillat-Savarin est sans doute un peu même si ce n'est pas un grand catholique, est sans doute un peu dans ce trait de mentalité. Le jour de ses obsèques à Saint-Germain-des-Prés, tout près d'ici, son grand ami Henri Roux fait son éloge funèbre et dit de lui: sa philosophie était douce et la tolérance formait la base de sa religion et de sa conduite, faisant ainsi la part des erreurs et des faiblesses humaines. Sa foi était pure, sans affectation, sa piété vraie, sans bigoterie, et sa charité humble et continue. Il était de ces hommes qui préfèrent la pratique des bonnes actions et des vertus sociales à l'appareil presque toujours trompeur des grands sentiments qu'on expose en public. C'est dans cet état qu'il reçut avec la confiance du sage et le calme d'un esprit préparé à passer pour toujours le fleuve de la vie, les derniers secours de notre religion. Donc il a reçu les derniers sacrements. On se perd en conjecture pour savoir qui les lui a administrés. Et avant de commencer sa carrière, parisienne, alors qu'il habite encore en Bugey, et ça se passe sans doute vers 1780, donc une dizaine d'années avant la Révolution, à Belay, où il est déjà avocat, dans un dîner, il rencontre le père abbé d'une des abbayes
importante, une abbaye bénédictine cistercienne, donc de Bernardin, comme on disait à l'époque, c'est l'abbaye de Saint-Sulpice. Et le père abbé, sachant qu'il est bon musicien et qu'il a un petit groupe de musiciens autour de lui à Belay, lui dit: pourquoi ne viendriez-vous pas à l'abbaye pour la fête de Saint-Bernard? Vous agrémenteriez nos offices, la messe, etc. Vous seriez bien reçu. Sans doute lui propose un peu d'argent, et Brillat-Savarin accepte avec plaisir. Donc ils font... Saint-Sulpice est à 800 mètres d'altitude, donc c'est à 20 km de Belay, et ils partent la nuit pour arriver le matin de façon à pouvoir célébrer, enfin chanter et jouer de la musique au cours de la messe de la fin de la matinée. Et ils arrivent un peu fatigués, évidemment, on ne sait pas très bien vers quelle heure, mais juste le soleil se lève, et c'est un des plus beaux passages de la physiologie du goût. Je vous recommande vraiment la journée chez les Bernardins, qui fait partie des variétés, je crois, c'est à la fin. Et le père Célorier les reçoit, lui et ses amis. Alors ils ont dû marcher assez vite quand même, parce que c'est 20 km en montagne, et avec juste une petite lanterne pour s'éclairer. Et alors voici ce qu'il écrit sur le début de cette journée. Mais tout le passage est à lire. Moi je l'ai lu quand j'étais étudiant 10 fois, tellement je rêvais d'être présent. Non pas spécialement pour écouter la musique de Brillat-Savarin, c'était un bon musicien, mais ce n'est pas ça qui est resté dans l'histoire. C'était un poète aussi, il écrivait des poèmes et des chansons à boire, comme on le faisait beaucoup à l'époque. Il aurait pu faire partie du Caveau, qui était une société bachique et chantante. Il aurait été très très bien au Caveau. Alors nous fûmes reçus par le père Célorier, dont le visage était quadrangulaire et le nez en obélisque. « Messieurs, dit le bon père, soyez les bienvenus. Notre révérend abbé sera bien content quand il saura que vous êtes arrivés. Il est encore dans son lit, car hier il était bien fatigué. Mais vous allez venir avec moi et vous verrez que nous vous attendions. » Ils se rendent au réfectoire et les moines ont préparé pour toute cette belle jeunesse une petite collation. Et c'est l'une des phrases peut-être les plus gourmandes de la physiologie du goût. Moi, je la compare au vers de Phèdre que Proust admirait tant, la fille de Minos et de Pasiphae. Et voilà la phrase qui, pour moi, est le cœur même, et gravée en lettres d'or dans tous les bons restaurants. « Au milieu d'une table spacieuse s'élevait un pâté, grand comme une église. Il était flanqué au nord par un quartier de veau froid, au sud par un jambon énorme, à l'est par une pelote de beurre monumentale, et à l'ouest par un boisseau d'artichauts à la poivrade. » Vous imaginez la collation à 7 heures du matin, après une longue marche en montagne et en forêt. Mais moi, c'est surtout le pâté grand comme une église qui m'a toujours fait rêver. Voilà. Mais on aura une conférence, ou même deux, sur Carême, donc des pâtés non seulement grands comme des églises, mais ressemblant à des églises ou à des temples grecs ou à des châteaux forts. Nous allons les évoquer, enfin, ils seront évoqués dans une autre conférence. Alors, évidemment, il y a un deuxième repas. Après, il y a la messe, ils chantent très bien, ils jouent de la musique, et évidemment, ils ont faim. Et là, c'est le repas de fête. Il faut dire que c'est une abbaye où on a un peu oublié les règles de Saint-Bernard et où on vit plutôt bien. D'ailleurs, on n'a pas de très bons échos de la manière dont les paysans qui travaillaient sur les terres des moines étaient traités à Saint-Sulpice. Ce qui fait qu'à la Révolution, les moines vont se carapater et les biens seront vendus immédiatement, très très tôt. Il reste pratiquement pas pierre sur pierre de cette abbaye. Alors voilà le déjeuner, qu'on appelle dîner à l'époque, vous le savez. Le dîner fut servi dans le goût du XVe siècle. Peu d'entremets, peu de superfluité, mais un excellent choix de viande, des ragoûts simples, substantiels, une bonne cuisine, une cuisson parfaite et surtout des légumes d'une saveur inconnue dans les marais. Empêchait de désirer ce que l'on ne voyait pas. On jugera au surplus de l'abondance qui régnait en ce bon lieu quand on saura que le second service, donc c'est le repas à la française où il y a plusieurs services et on met plusieurs plats sur la table, le second service offrit jusqu'à 14 plats de rôti. Ce sont des moines bénédictins. Le dessert, de Rho d'ailleurs. Le dessert fut d'autant plus remarquable qu'il était composé en partie de fruits qui ne croissent pas à cette hauteur et qu'on avait apporté du bas pays, parce qu'on avait mis à contribution les jardins de Machura, de Morflan, de Vieux, de Champagne et autres endroits favorisés par l'astre père de la chaleur. Alors, il y a une fontaine où il coule de l'eau, mais dans laquelle du vin est à rafraîchir, et Brillat-Savarin transforme le bruit de l'eau qui coule en le chant des bacchantes à l'époque grecque, Évoé, Bacché.
donc c'est un bonheur absolu pour eux que cette visite chez les Bernardins. Donc, de grâce, lisez vite ce chapitre avant de vous endormir ou avant de vous mettre à table, parce que ça vous mettra vraiment, vraiment en appétit. Voilà, alors je passe très vite sur toute la période de la Révolution. Non pas, bon, c'est très passionnant. Brillat-Savarin est considéré comme une girouette. Donc il aimait l'Ancien Régime, il a adopté la Révolution, mais plutôt côté des modérés, des Girondins. Il a été élu au tiers-État, député du tiers-État, donc dès 89, il est à Versailles pour siège à la Constituante. Il est plutôt pour la décentralisation, il est pour la peine de mort, à la différence de Robespierre qui, curieusement, est contre la peine de mort. Il est contre les jurys dans les tribunaux. Enfin, on a un certain nombre de ces déclarations à la Constituante qui sont des déclarations intéressantes de quelqu'un qui est plutôt favorable à une monarchie constitutionnelle. Et puis ensuite, donc à la fin de la Constituante, évidemment, il doit revenir. Il rentre en septembre 91 à Belay. Il reprend son métier d'avocat. Il est juge au tribunal aussi après. Et puis, bon, je passe très très vite. Il devient maire de Belay en décembre 1792 et il le reste pendant un an. Il devient maire parce que tout le monde le considère, tout le monde l'estime, mais évidemment, au cours de l'année 1793, les ultras, les jacobins se réveillent et il fait l'objet de beaucoup de critiques, au point qu'à l'automne 93, sa vie est menacée. Et donc, il est obligé d'émigrer. Bon, l'histoire est assez rocambolesque parce qu'il obtient un sauf-conduit et puis il va le chercher chez un représentant des Jacobins qui habite dans le Jura, à Mont-sous-Vaudrey, près d'Arbois. Et alors qu'il est quand même très angoissé, s'il n'a pas ce sauf-conduit, il risque d'être arrêté et peut-être guillotiné. Et en fait, en chemin, en allant, il est sur son cheval, et en allant vers Arbois, où il doit rencontrer le fameux député, eh bien, il va se restaurer dans une auberge, et là, il tombe sur un groupe de gens qui sont des hommes de loi, mais qui ont déjà travaillé des jours et des jours dans la région et qui font un banquet pour finir leur travail. Et il est absolument émerveillé par ce qu'il voit, frappé d'un spectacle qu'aucun voyageur n'eût pu voir sans plaisir. Devant un feu vif et brillant tournait une broche admirablement garnie de cailles, de roi des cailles, c'est un autre oiseau, et de ces petits râles à pieds verts qui sont toujours si gras. Ce gibier de choix rendait ses dernières gouttes sur une immense rôtie, dont la facture annonçait la main d'un chasseur. Vous savez, les rôtis, les grandes tranches de pain qu'on mettait dans la lèche frite pour recevoir tout le jus, mais avant, ce n'était pas une tranche de pain toute seule, on avait garni cette tranche de pain avec les entrailles des petits oiseaux, les foies, etc., de façon à ce que ce soit très goûteux, et ça absorbait tout le jus et le gras, bien entendu, de ce qui cuisait à la broche. Brillat-Savarin était un fou de rôtis à la broche. Les fours, il y a un four, je vous allez le voir dans un instant, dans sa maison de Vieux en Val-Romay, les fours ne servaient qu'à cuire les pâtés et les pâtisseries, c'est-à-dire les desserts, mais surtout les pâtés. Donc cette description de repas est extraordinaire. Et tout auprès, on voyait déjà cuit un de ces levreaux, des petits lièvres, à côte ronde, que les Parisiens ne connaissent pas et dont le fumet embaumerait une église. Bon, dis-je en moi-même, ranimé par cette vue, la Providence ne m'abandonne pas tout à fait. Cueillons encore cette fleur en passant, il sera toujours temps de mourir. Et il réussit à s'imposer, enfin, il demande gentiment s'il peut participer au repas financièrement, et c'est les gens qui ont fait préparer ce repas disent « mais non, mais on vous invite, bien entendu », et il reste tout l'après-midi avec eux, ils veulent même l'inviter à dîner, mais il doit vraiment aller se faire, il décrit les vins même, hein. On lui sert des vins d'Arbois, du Poulsard, du Trousseau, de l'Ermitage, qui est le meilleur vin d'Arbois, et avec le dessert, du vin de paille, qui est une merveille très peu connue des Parisiens. Voilà la mairie de Belay où il a exercé, l'ancienne mairie, aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est la Chambre des notaires, mais qui est un très joli bâtiment. Bon, il est obligé donc de s'exiler en Amérique, où il va rester jusque du 30. Alors il passe par la Suisse, ensuite l'Angleterre, puis il s'embarque en Angleterre et il arrive à New York le 30 septembre 1794.
il va y rester jusqu'à l'été 96 parce qu'il ne veut pas, il ne peut même pas rentrer tant qu'il n'a pas la certitude qu'il sera blanchi et qu'il pourra récupérer ses biens. Parce que là, en tant qu'émigré, évidemment, il risque de tout perdre et au retour d'être sévèrement traité. Donc ça prend un certain temps. Et finalement, il s'accommode assez bien de ces 2 années, pratiquement 2 années en Amérique du Nord, à New York et à Philadelphie, où il vit alors cette fois-ci de ses talents musicaux. Il joue dans un orchestre, il donne des leçons de musique, mais il ne rate pas une occasion aussi de faire des bons repas. Il va à la chasse dans les Appalaches. Il y a une très belle scène de description d'une chasse dans les Appalaches où il est reçu par un fermier qui a 4 filles, alors qui a perdu sa femme et qui a 4 jeunes filles absolument merveilleuses. Et il décrit ces jeunes filles et on lui sert du cornet de bif, mais maison. C'est pas le singe que vous connaissez en boîte. Une oie en daube, un gigot rôti, le tout arrosé de cidre délicieux. Et il part chasser ensuite dans les montagnes bleues, dans les Appalaches. Et là, il réussit à chasser un dindon, c'est-à-dire donc l'oiseau phare de l'Amérique du Nord, qu'il prépare en rentrant chez lui après. Il raconte la recette. Enfin, tout ça est extraordinaire. Ensuite, donc, il rentre, pas sur sa carrière, il rentre à Paris, il a plusieurs postes entre Belay et Paris, toujours dans la justice. Et il passe déjà à ce moment-là, donc à la fin des années 1790, tous ses étés dans sa gentilhommière. Ça, c'est la Cour de cassation. Il va être nommé donc en 1800. Le 8 août 1800, et il va rester, ça c'est l'ancien bâtiment de la Cour de cassation, vous voyez, sur le quai de l'Horloge, qui a été détruit par un incendie, et le bâtiment actuel date de la fin du 19e siècle, et il va passer une vie très heureuse de magistrat, en travaillant gentiment, sans trop se forcer, jusqu'à sa mort en 1826. Donc ça, et lui, il habite, voilà, sa maison, qui existe toujours, à l'angle de la rue de Richelieu et de la rue de les Filles Saint-Thomas, donc près de la Bourse. On ne sait pas s'il habite au premier étage ou au deuxième étage. C'est un immeuble 18e assez charmant, mais son appartement ne fait qu'une centaine de mètres carrés, tandis qu'il a, pour l'été, une très jolie gentilhommière, donc héritée de sa famille à Vieux en Val-Romay, donc au nord de Belay. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Les propriétaires ne veulent pas qu'on la prenne en photo et qu'on diffuse les photos, donc ne dites rien, peut-être à moins qu'ils soient dans la salle, donc là je vais m'ennuyer. Mais on m'a autorisé à publier cette photo. Je n'ai pas le droit de la publier, mais enfin je n'ai pas le droit. Personne ne peut me l'empêcher, ça a été pris dans la rue, mais ils ne le souhaitent pas. En revanche, ils m'ont autorisé à publier l'intérieur, et l'intérieur de cette maison est absolument extraordinaire. Il y passe 2 mois par an. Tout à la fin du 19e et tout au long du 18e, donc les dernières années après son retour d'Amérique et jusqu'à sa mort, il y passe 2 mois par an. Et à l'intérieur, la cuisine n'a pas changé. Elle est dans l'état où Brillat-Savarin l'a laissée. Donc il y a une immense cheminée, un immense âtre avec un tourne-broche, bien entendu, avec une plaque de cheminée qui date des années 1770, donc qui est très probablement celle qui appartenait à Brillat-Savarin. Il y a le potager qui a appartenu à Brillat-Savarin et qu'il a fait sans doute lui-même aménager, construire. Et vous voyez ce que c'est qu'un potager, c'est de la maçonnerie. Ce n'est pas aujourd'hui comme une cuisinière qui est mobile en fonte ou en acier. Ça, c'est de la maçonnerie avec des carrelages par-dessus. Et vous voyez qu'il y a des trous en haut et on y mettait de la braise. Il y a d'ailleurs des grilles en dessous et ça tombe en dessous. On y mettait de la braise et c'est le potager, l'invention du potager, qui est antérieure à Brillat-Savarin, bien entendu, mais qui a permis la fabrication des sauces liées. Auparavant, on était dans l'âtre, donc on pouvait effectivement faire chauffer des sauces ou confectionner des sauces sur les braises dans l'âtre, mais pas de manière aussi fine. Quand vous voulez faire un beurre blanc, par exemple, ou une sauce hollandaise, toute sauce que Brillat-Savarin connaissait et savait faire, eh bien, il faut absolument pouvoir maîtriser la température. Et pour avoir des températures douces, eh bien, il faut un potager. C'est ce qui permet de faire mijoter très longtemps aussi des viandes, alors que sur l'âtre, c'est très difficile. L'âtre est formidable pour cuire à la broche des rôtis de toutes sortes, y compris les petits oiseaux dont j'ai déjà parlé.
Et puis, il y a ce four qui s'ouvre dans l'âtre. Alors, là, je ne sais plus si j'ai mis une photo de l'intérieur, non, on ne le voit pas. Mais ce four qui s'ouvre, oui, vous attendez ça, mais une seconde, ce four qui s'ouvre dans l'âtre et qui est un four à pâté. C'est parce qu'il est beaucoup trop petit pour faire du pain, et on voit très bien, en revanche, pour faire cuire un pâté, alors ça c'est un pâté particulièrement consistant, c'est l'oreiller de la Belle Aurore, même si Brillat-Savarin ne l'appelait pas de ce nom-là, il est évident qu'il a confectionné ou fait confectionner par ses cuisiniers, lui-même mettait la main à la pâte, en tout cas il surveillait de très très près la manière dont travaillait son cuisinier à Paris. Il avait un cuisinier dans son appartement et sans doute sa cuisinière ou ses sœurs, parce que deux de ses sœurs célibataires habitaient toute l'année dans cette maison et elle disait lorsqu'il partait: ah, mon cher Anthelme, on était content de te voir, eh bien nous allons nous coucher, nous nous lèverons quand tu reviendras à l'automne prochain. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est lui qui l'écrit. Et il y a une alcôve dans la cuisine qui existe toujours, et si réellement, comme de toute façon la maison était très grande et qu'elle vivait seule, ces deux sœurs, il est probable qu'elles couchaient dans la cuisine devant l'âtre, ce qui leur permettait en hiver, il y avait quand même des hivers très froids dans ce budget, de survivre. Alors ce pâté au foie gras est un pâté alsacien. Je ne suis pas sûr que Brillat-Savarin en ait mangé dans sa maison de vieux parce qu'on ne connaissait pas le foie gras. En revanche, il est très probable qu'il ait mangé du pâté au foie gras à Paris, puisqu'on en trouvait chez les grands traiteurs comme Madame Chevet au Palais Royal. Voilà. Là, ce que vous voyez, je ne sais pas si on distingue bien sur l'image, ce que vous voyez, c'est l'arrière du monument à Brillat-Savarin qui est dans la rue principale de Belay, devant l'Office du tourisme. Et c'est un buste de Brillat-Savarin où il est un peu sinistre, et puis il y a des danseuses autour, donc vous le verrez à la fin du PowerPoint, ça n'a rien de très folichon, ce monument, mais à l'arrière, en bas, vous voyez ici quelque chose de magnifique et qui correspond vraiment au goût de Brillat-Savarin. Vous avez une marmite et à l'intérieur, vous avez des écrevisses qui sont en train de se carapater. Donc les ruisseaux du Bugey, en particulier le Furan, auquel il était très attaché, il y pêchait, magnifiques poissons, il s'y baignait quand il était petit, et on y trouvait beaucoup d'écrevisses. Et donc il évoque très souvent les écrevisses dans la physiologie du goût, dans sa correspondance, c'était un fou d'écrevisses. Et il faut dire que quand c'est bien fait, c'est particulièrement bon. Alors pour revenir à l'oreiller de la Belle Aurore que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment le goût de Brillat-Savarin, même s'il ne l'appelait pas comme ça. Et l'oreiller de la Belle Aurore, c'est... la composition est absolument... Est-ce que je vais la retrouver ? Voilà. Ça, c'est Lucien Tendray, puisque Brillat-Savarin ne donne pas la recette des pâtés, tous les pâtés qu'il aimait tellement. Ayez une noix de veau, 2 perdreaux rouges, un rable d'un lièvre, un poulet, un canard, une demi-livre de filet de porc et 2 riz de veau blanchis. Divisez les viandes en filets de 3 à 4 cm de largeur, enlevez la peau dont elles sont recouvertes et faites-les mariner pendant au moins 12 heures dans de l'huile d'olive, 3 verres de vinaigre de vin blanc, ajoutez 2 ou 3 oignons coupés en rouelles, un bouquet de thym, du sel et du poivre. Préparez 2 farces, la première faite de viande maigre de veau et de porc, de lard gras de jambon, la seconde composée de foie blond de poulet, ce qui jouait le rôle de foie gras dans cette région proche de la Bresse. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de déguster ces merveilleux foies qu'on trouve à l'automne. Même à Paris, quand chez les volaillers, vous trouvez des barquettes de foie de volaille. Parfois, vous avez des foies qui sont tout blonds. Oui, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Demandez à votre volailler de prendre ceux-là parce que ça a un goût extraordinaire et ça se rapproche beaucoup du foie gras parce que, comme vous le savez, ces volailles, alors bien sûr, on les aide à s'engraisser, mais tous ces oiseaux, les canards, les oies, mais les volailles, les poulets aussi, alors à plus forte raison, les poulardes et les chapons, s'engraissent spontanément à l'automne. En particulier ceux qui doivent migrer vers des contrées plus chaudes du sud. Et le foie blond, c'est du foie gras de volaille. Et on met du foie blond, bien sûr, dans la farce de l'oreiller de la Belle Aurore. Tendray dit composé de foie blond, de poulet et de poularde de Bresse, et de ceux des perdreaux, de moelle de bœuf, de champignons et de truffes noires. Je n'ai pas le temps, parce que l'heure approche, de terminer, mais Brillat-Savarin était un fou
de truffe. Il en parle à tout moment, qu'il estime extrêmement aphrodisiaque. Est-ce que c'est vrai? Oui, enfin, il suffit d'y croire. En tout cas, si on y croit, ça marche extrêmement bien. Et en fait, à chaque fois qu'il évoque dans la physiologie du goût, alors c'est très dispersé, il évoque des recettes, il évoque des plats qui l'ont ému, c'est toujours, ça vous met vraiment l'eau à la bouche. Parce que, en fait, s'il a écrit ce livre en 1825, j'ai oublié de vous dire quand même que le livre paraît un mois avant sa mort, daté 1826, mais publié en 1825, à compte d'auteur. Et il écrit ce livre, non pas parce qu'il a très envie de l'écrire. En fait, ses autres ouvrages, j'en parle même pas parce que c'est très ennuyeux à lire, s'appellent « Vues et projets d'économie politique », 1801, « Théorie judiciaire », 1808, « De la Cour suprême », c'est-à-dire la fusion du Conseil d'État et de la Cour de cassation, 1814, et ce qui est le plus intéressant, je trouve, un essai historique et critique sur le duel de 1819. Mais en fait, comme sa vie se passe entre la Cour de cassation où il travaille, où il écrit, et surtout donc des repas matin, midi et soir, plus des soupers, c'est-à-dire 4 repas par jour, partagés, jamais seul. Brillat-Savarin, je pense, n'a jamais mangé seul une seule fois de sa vie. C'est formidable quand même, de manger jamais seul. Et ne buvez surtout jamais seul. On dit que les Suisses boivent seuls, c'est pas vrai. Boire en Suisse, c'est idiot, parce que si vous connaissez un peu la Suisse, le Valais en particulier, qu'est-ce qu'on aime partager et se mettre autour d'une table, dans une taverne, et partager le bon vin. Brillat-Savarin était comme ça, et il parlait de ce qu'il servait à ses amis ou de ce qu'il mangeait quand il était invité. Il en parlait tellement bien que ses amis l'ont supplié à la fin de sa vie d'écrire ses mémoires. Vas-y, écris quand même, c'est tellement merveilleux, on a passé des moments tellement magiques avec toi. Il savait qu'il avait une bonne plume en plus, parce qu'il recevait sa correspondance. Et donc finalement, les 2 dernières années de sa vie, il les consacre à écrire ce livre biscornu qui n'a ni queue ni tête, mais qui est une merveille parce que partout c'est truffé, si je puis dire, de passages extrêmement gourmands et qui vous mettent vraiment l'eau à la bouche. Alors, au début du livre, il évoque son cuisinier parisien qui s'appelle Maître Laplanche et il lui fait des reproches. Maître Laplanche, dit le professeur avec cet accent grave qui pénètre jusqu'au fond des cœurs tous ceux qui s'asseyent à ma table, vous proclame potagiste de première classe, ce qui est fort bien, car le potage est la première consolation de l'estomac besogneux. Mais je vois avec peine que vous n'êtes encore qu'un friturier incertain. Je vous entendis hier gémir sur cette sole triomphale que vous nous servites, pâle, mollasse, décolorée. Mon ami R, donc c'est Richerand, c'est un de ses amis, jeta sur vous un regard désapprobateur. Monsieur H.R. porta à l'ouest son nez gnomonique et le président S. déplora cet accident à l'égal d'une calamité publique. Ce malheur vous arriva pour avoir négligé la théorie dont vous ne sentez pas toute l'importance. Vous êtes un peu opiniâtre, maître Laplanche. J'ai de la peine à vous faire concevoir que les phénomènes qui se passent dans votre laboratoire ne sont autre chose que l'exécution des lois éternelles de la nature et que certaines choses que vous faites sans attention et seulement parce que vous les avez vues faire par d'autres n'en dérivent pas moins des plus hautes abstractions de la science. Écoutez donc avec attention. Les choses frites sont bien reçues dans les festins, elles y introduisent une variation piquante, elles sont agréables à la vue, conservent leur goût primitif et peuvent se manger à la main, ce qui plaît toujours aux dames. Il y a tout un développement sur la croustillance de la friture qui, vous le savez, est quand même très difficile à obtenir. En France, on n'est plus très doué, je trouve, sur la friture. Il faut aller en Italie, où le fritto misto peut être une merveille, ou aller au Japon, où la tempura, théoriquement inspiré de la cuisine portugaise, puisque tempura vient du mot portugais tempora, est une merveille absolue, puisqu'on peut manger la tempura avec ses doigts sans se graisser les doigts. Tellement on a pu débarrasser la chose frite de l'huile, et par conséquent, c'est une friture sèche qui doit être chaude et totalement croustillante et moelleuse à l'intérieur, bon, etc. Mais Brillat-Savarin aurait adoré manger de la tempura au Japon. Bref, en tout cas, alors la physiologie du goût, le titre, alors est-ce que j'ai donc pâté de foie gras, les écrevisses, le pigeonnier qui est dans la gentilhommière de Vieux, et bien entendu, il y élevait des pigeons.
La glacière, ce qui permet de faire rafraîchir, de servir des sorbets, de rafraîchir des glaces, c'est dans le jardin de la gentilhommière de Vieux, elle est en parfait état. Donc bien entendu, il y avait une source à côté, et un petit ruisseau, et quand l'eau gelait en hiver, on mettait la glace à l'intérieur de la glacière, ce qui permettait de conserver les aliments et surtout de rafraîchir un certain nombre de desserts et de servir des sorbets. Ça, c'est la salle à manger de la gentilhommière de Vieux. Voilà le trumeau qui est au-dessus de la cheminée de la salle à manger, qui est à la gloire de la gastronomie et qui date de Brillat-Savarin. Et son lit, parce qu'il y a toujours besoin d'un sommeil réparateur après le dîner et après le souper, évidemment. Ça, c'est la première page de la physiologie du goût. Je n'ai pas le temps d'y insister, mais je voudrais juste dire 2 mots sur un aspect, j'ai dit tout à l'heure, mais je n'avais pas le temps d'insister, puis je vois que l'heure approche, qui est qu'est-ce qu'il y a d'original sur le plan scientifique. Je parle dans la physiologie du goût, pas grand-chose en réalité. Encore une fois, c'est de la compilation de travaux de Buffon et d'autres, dont la plupart ont vieilli, et même il y a un certain nombre d'erreurs compte tenu des connaissances d'aujourd'hui. En revanche, il s'empare de quelque chose qui revient à Thénard, le premier inventeur, mais d'un mot qui est en fait très très important pour tous les gastronomes, c'est le mot osmasome. Et l'osmasome, eh bien, ça se traduit par aujourd'hui, on n'utilise plus le mot osmasome, mais on utilise un mot japonais, parce que ce sont les Japonais qui ont vraiment mis le doigt scientifiquement sur ce goût au XXe siècle, c'est l'umami, c'est-à-dire la 5e saveur sans laquelle il n'y a pas de haute gastronomie, c'est-à-dire la concentration des saveurs, des éléments qui sont dans les eaux, donc c'est ce qui a donné sur le plan chimique le glutamate qu'utilisent les mauvais restaurants chinois, mais on peut fabriquer les principes du glutamate, ce que vous faites par exemple lorsque vous faites un poulet rôti. Vous mangez votre poulet rôti, vous mettez la carcasse dans une grande marmite d'eau avec éventuellement un bouquet garni et vous faites réduire avec votre carcasse de poulet ou de poularde ou de chapon, vous vous faites réduire jusqu'à ce que vous ayez un dé à coudre. Et là, vous avez réellement de l'umami ultra concentré qui vous permet ensuite de faire des sauces merveilleuses, de monter cela au beurre ou à la crème et de mettre en valeur la saveur des ingrédients que vous voulez accompagner de cette sauce. Donc il développe beaucoup cet aspect-là, et ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment pionnier d'avoir découvert ça. On n'en parlera plus beaucoup après, il faut attendre le XXe siècle pour qu'on revienne sur cette 5e saveur. Lui-même se trompe dans les différentes saveurs, c'est pas salé, sucré, amer, acide, il fait le doux et le sucré, enfin, il n'est pas très bon sur ce sujet-là. En revanche, là où il est excellent, et c'est ce qui va amuser Balzac et lui plaire énormément, c'est qu'il invente des mots. Et Balzac adore lui aussi inventer des mots. Il le dit d'ailleurs quelque part. Le mérite de la physiologie du goût était donc réel. Il devait plaire aux gens de haut goût par le vis comica, si rare à notre époque, où la littérature à images l'emporte sur la littérature à idées, où la phrase empiète sur la pensée. Puis il devait plaire à la masse par l'élégante nouveauté de quelques faits, par quelques anecdotes, etc., et par les plus originales dispositions de texte qu'un auteur ait jamais trouvées. Et tous ces néologismes inventés par Brillat-Savarin amusent au plus haut point Balzac. Je vous en cite quelques-uns de Brillat-Savarin. Commessation, confabulé, digestionnaire, enthousiastique, équité, ER, esculent, funéral, garrulité, gastéria, génésique, gustuel, guturation, imbucation, incubitation, infocation, irorateur, magistère, il y en a plein, opime, papillet, petit fournier, potophore, saint-digéré, soporeux, soupatoire, spication, transbordation, tripudier, truffivore et verrition. Tout ça, bon, je n'ai pas le temps de vous donner la signification de chacun de ces mots, mais Balzac dit « Brillat-Savarin est très souvent néologue, et tous ceux qui partagent ce goût lui doivent non moins de remerciements que les gastronomes. » Donc c'est réellement ce qui aussi mérite d'être retenu dans la physiologie du goût, c'est le style qui accompagne. Parce que parler de gastronomie avec des mots plats, ça arrive parfois, vous avez des critiques gastronomiques, pas dans cette salle bien entendu, mais des critiques gastronomiques dont les critiques vous tombent des mains.
Ce n'est pas le cas de Brillat-Savarin, qui toujours donne envie de se mettre à table. Et un vrai critique gastronomique, il est là pour ça. Il est là pour faire partager les émotions qu'il a éprouvées. Et si c'est pas bon, il n'en parle pas. Ou alors il trempe sa plume dans son fiel. Mais en fait, les critiques gastronomiques qui aiment l'humanité n'aiment pas trop tremper leur plume dans le fiel. Ils ne cherchent qu'à faire plaisir, et ça, c'est formidable. Alors, je vais, juste pour terminer, parce que on pourrait parler de tous les plats, les charcuteries, les volailles, les gibiers, les fruits, les légumes, les sauces, les truffes, les desserts. Évoquer quand même une recette fabuleuse qui fait l'objet d'une des méditations finales, c'est la recette du faisan à la Sainte-Alliance, alors qu'on n'ose plus manger comme cela aujourd'hui, hélas, parce que le faisan à la Sainte-Alliance, c'est Brillat-Savarin qui l'écrit. Ce dernier oiseau, quand il est mangé dans les 3 jours qui suivent sa mort, n'a rien qui le distingue. Il n'est ni si délicat qu'une poularde, ni si parfumé qu'une caille. Pris à point, c'est une chair tendre, sublime et de haut goût, car elle tient à la fois de la volaille et de la venaison. Ce point si désirable est celui où le faisan commence à se décomposer. Alors, son arôme se développe et se joint à une huile qui, pour s'exalter, avait besoin d'un peu de fermentation. Donc, c'est-à-dire une bonne semaine après avoir été chassé. Quand le faisan est arrivé là, on le plume, et non plus tôt, et on le pique avec soin, en choisissant le lard le plus frais et le plus ferme. Ayez 2 bécasses, je ne sais pas si vous avez ça à la maison, ayez 2 bécasses, désossez-les, et videz-les de manière à en faire 2 lots. Le premier de la chair, le second des entrailles et des foies. Vous prenez la chair et vous en faites une farce en la hachant avec de la moelle de bœuf cuite à la vapeur, un peu de lard râpé, poivre, sel, fines herbes et la quantité de bonnes truffes suffisante pour remplir la capacité intérieure du faisan. Vous aurez soin de fixer cette farce de manière à ce qu'elle ne se répande pas en dehors, ce qui est quelquefois difficile quand l'oiseau est un peu avancé. Cependant, on y parvient par divers moyens, et entre autres en taillant une croûte de pain qu'on attache avec un ruban de fil et qui fait office d'obturateur. Préparez une tranche de pain qui dépasse de 2 pouces de chaque côté, le faisant couché dans le sens de la longueur. Et pilez-les avec 2 grosses truffes, un anchois, un peu de lard râpé et un morceau convenable de bon beurre frais. Vous étendez avec égalité cette pâte sur la rôtie et vous la placez sous le faisan préparé, comme dessus, dans la lèche frite bien sûr, de manière à être arrosé en entier de tout le jus qui en découle pendant qu'il rôtit. Quand le faisan est cuit, servez-le couché avec grâce sur sa rôtie, environnez-le d'oranges amères et soyez tranquille sur l'événement. Un faisan ainsi préparé serait digne d'être servi à des anges s'il voyageait encore sur terre, comme du temps de Lot. Voilà comment Brillat-Savarin met l'eau à la bouche de tous ses amis quand il écrit une recette de ce genre, qu'il a dû préparer d'ailleurs, et que moi je n'ai jamais essayé, d'abord parce que c'est difficile de trouver des bécasses, mais le faisan farci de purée de bécasse, j'ai mangé déjà, il m'est arrivé de manger de la purée de bécasse aux truffes, c'est une merveille absolue, ça vous tire les larmes des yeux tellement c'est bon, surtout s'il y a un grand vin rouge avec, et évidemment qu'il faut des truffes et des truffes en abondance. Je termine en évoquant le vin, donc parce que... est-ce que j'ai des choses sur le vin? Non, ça c'est le monument. C'est le monument à Belay, vous voyez, qui n'est pas très folichon, à part le buisson d'écrevisse qui est merveilleux, et qui est à l'arrière du monument. Oui, le vin, Brillat-Savarin aime le vin à la folie, tous les vins. On a d'ailleurs l'inventaire de sa cave, dans laquelle, curieusement, il y a d'ailleurs plus de Bordeaux que de Bourgogne, alors que dans le premier quart du XIXe siècle, à Paris, on boit encore beaucoup plus de Bourgogne que de Bordeaux. Mais Brillat-Savarin a une vue éclectique et des goûts sans doute un peu particuliers. Je pense qu'il a appris à aimer le Bordeaux, le claret, à New York, parce que dans la bonne société de New York, de Philadelphie et de Boston, on boit à l'époque plus de vin de Bordeaux que de vin de Bourgogne. Le vin de Bourgogne ne s'exporte pas à l'étranger. Il est bu en Bourgogne, bien sûr, et largement, mais il est bu surtout à Paris.
on a la cave de Joséphine, on a le contenu de la cave de Louis XVI. Il y a beaucoup plus, il n'y a pas de Bordeaux d'ailleurs dans la cave de Louis XVI. Hein. Louis XV a bu une fois peut-être du Lafite, et encore. Il dit au maréchal de Richelieu, est-ce qu'il y a du vin potable dans votre région, dont il est le gouverneur? Et il dit, oui, si, je vais vous en faire goûter. Il lui fait goûter un verre de Lafite, et Louis XV trouve que c'est passable, mais en fait, il boit du Bourgogne. Tout le monde boit du Bourgogne. Et Brillat-Savarin a plus de Bordeaux. Il a, je ne sais plus combien, bon, peu importe, j'ai pas le temps, 180 bouteilles de Bordeaux, mais il a aussi des vins de Champagne, il a des vins de l'Ermitage, il a du Madère, il a du Malaga, il a plein d'autres vins, et seulement 39 bouteilles de Bourgogne, c'est du Clos Vougeot quand même, c'est pas mauvais, mais 39 bouteilles de Bourgogne. Alors il adore aussi le vin de son pays, et il évoque beaucoup de vins. C'est pour ça que Baudelaire est totalement injuste dans son jugement très sévère, et que je n'arrive pas à comprendre. À mon avis, il ne l'a pas lu. Il a dû lire 3 phrases, ça l'a énervé, et il a écrit « Ne lisez jamais Brillat-Savarin, c'est ridicule, en plus il ne parle pas de vin », alors qu'il y a, je sais pas, 50 mentions du vin, et toujours en accord avec les plats. C'est le véritable inventeur des accords mets-vins. Et pourquoi? Parce que c'est le moment, début 19e siècle, où on passe, contre l'avis de Carême, on passe du repas à la française, tel que celui qui a été servi à l'abbaye de Saint-Sulpice, au repas à la russe, c'est-à-dire les Russes ne pratiquent pas du tout ce repas, puisqu'on continue en Russie à mettre tous les plats sur la table, mais c'est l'ambassadeur de Russie, le prince Kourakine, qui invente ce plat parce qu'il est blessé, il a été brûlé dans un incendie, et il demande à ce qu'on lui serve à table les plats l'un après l'autre. Et c'est ce passage du service à la française au service à la russe qui va permettre d'imaginer des accords mets-vins et qui va permettre à Brillat-Savarin d'écrire dans ses aphorismes, prétendre, c'est le 13e aphorisme, prétendre qu'il ne faut pas changer de vin est une hérésie. La langue se sature, et après le 3e vers, le meilleur vin n'éveille plus qu'une sensation obtuse. Donc il faut servir beaucoup de vin, comme au Clos de Vougeot, où au cours des banquets des chapitres du tas de vin, on sert 7 vins différents à 2 verres parce que si c'est bon, il vaut mieux un 2e verre, à 2 verres par vin, ça fait donc 14 verres, et tout le monde est joyeux. Personne ne sort en état d'ébriété de ces banquets. Et je pense que Brillat-Savarin devait servir aussi pas mal de vin au cours des repas, ou se faire servir quand il était chez les amis ou au restaurant, et qu'il faisait très attention. Il y a plein de passages où il dit « avec tel plat », c'est tel vin. Avec l'aile de Gélinotte, c'est le vin de Grave. Il donne plein d'accords avec les marrons grillés en automne qu'il goûte dans une auberge de Belay. On sert le petit vin bourru du cru, du Buget, qui va très bien avec les marrons grillés. Mais il y a plein d'associations. Par exemple, c'est le Madère avec le consommé. Essayez ça. Il faut faire du consommé. Plus personne ne fait de consommé, hélas. Donc vous faites avec une carcasse de volaille. Faites-vous un consommé à la maison. Vous le faites ensuite geler. Vous le dégraissez bien. Vous pouvez le prendre froid, mais chaud, c'est encore mieux en hiver. Et vous y mettez un peu de parmesan. Et vous prenez un verre de Madère avec. Et ça, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Et c'est Brillat-Savarin qui évoque ce mariage, disant d'ailleurs, parce qu'il est très honnête quand même, disant que c'est une idée qui vient de Talleyrand. Talleyrand lui-même aimait le consommé avec du parmesan dessus et avec du Madère. Et c'est un mariage absolument extraordinaire parce que vous avez à la fois la rondeur, la douceur, le gras, l'amertume. Vous avez une pointe d'amertume. Il n'y a pas de haute gastronomie sans amertume. Le plat de faisan que j'ai évoqué, évidemment que les entrailles, elles sont amères. Et c'est ça qui est formidable. Donc l'amertume est essentielle. Voilà. Donc j'ai été trop long et aussi pagailleux que Brillat-Savarin dans sa physiologie du goût, mais j'espère vous avoir donné l'envie de lire ce livre merveilleux qui est une des pierres de fondation, je me répète, de la gastronomie française et du repas gastronomique français. Bon appétit et large soif. Ah oui, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de poser des questions. N'hésitez pas, vous avez un micro à côté de vous. Hein. Bon. Vous trouverez toutes les recettes dans la physiologie du goût.